Bonjour à toutes et à tous. Alors j'interviens évidemment au meilleur moment de la journée, c'est-à-dire quand vous venez de manger et que vous avez un petit coup de mou. Vous êtes sur les bancs de la fac, vous êtes comme les étudiants. Normalement, c'est le moment où vous écoutez le moins. Madame la présidente de l'UNCAS, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui vous êtes réunis, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, autour de la question de la domiciliation. C'est vrai que la question de la domiciliation, pourtant c'est un sujet de préoccupation pour chacun et chacune d'entre vous, pour moi aussi, mais malheureusement ça n'est pas un sujet très médiatique. Et c'est vrai que ce n'est pas un sujet non plus très connu du grand public. Parce qu'en réalité, pour la plupart des gens, ils ont une adresse et donc ils ne se posent pas la question de la domiciliation. Et c'est vraiment une affaire très spécifique à la fois pour les professionnels et pour les gens qui sont dans la difficulté. C'est effectivement un sujet essentiel pour ceux et celles qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas de domicile et qui ont besoin de cette domiciliation pour accéder à leurs droits. Je veux évidemment insister sur le fait que les personnes qui sont en difficulté doivent pouvoir bénéficier de leurs droits. La domiciliation, c'est un droit prévu par la loi, qui est ouvert à un certain nombre de conditions, que nous sommes actuellement en train de repréciser, comme vous avez pu le voir les uns et les autres. Il s'agit bien d'un droit, et c'est mon rôle de rappeler que l'accès au droit, ça n'est pas simplement une question de principe parce que la loi doit être respectée, c'est aussi une question de justice sociale, c'est aussi une question d'équité, et c'est aussi une question de valeurs, les valeurs de solidarité et de cohésion sociale qui fondent notre République ici en France. Alors, la domiciliation administrative, elle s'adresse bien sûr aux plus démunis, à ceux qu'on peut appeler parfois les invisibles parce qu'ils n'ont pas de toit, pas d'adresse. Et c'est vrai que ne pas accéder à ces droits quand on n'a pas de toit, mais pour moi, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire. Vous savez comme moi, qu'être dans la rue, ça met en jeu la santé, ça met en jeu la santé physique, la santé mentale. Et donc ne pas avoir accès à la santé dans ces conditions, c'est évidemment un drame humain. Et puis il y a tout ce qui va avec. On a tous connu des personnes qui n'avaient pas de maison, mais qui en même temps avaient un travail. Et bien comment font-elles? Elles dorment dans des parkings souterrains, etc. Donc on voit bien que tout est extrêmement compliqué. Alors l'accès à la domiciliation, c'est pas seulement pouvoir déclarer une adresse postale, c'est aussi, ça permet d'avoir accès aux droits civiques et aux droits sociaux. Donc faire ou refaire une carte d'identité, vous savez bien que tout s'enchaîne quand on n'a pas de papier, on ne peut pas avoir les droits qui vont derrière. Ça permet bien sûr de demander le RSA, ça permet bien sûr de bénéficier de soins. C'est donc une première étape vers l'insertion. Ça facilite la scolarisation, l'ouverture d'un compte bancaire, l'inscription à Pôle emploi. Et donc, il est plus que jamais nécessaire de redire l'importance de ces droits civils et sociaux qui fondent bien le socle de notre pacte républicain, le socle, le fait de vivre ici en France. Alors, bien sûr, il y en a d'autres des droits, je ne les ai pas tous cités, parce que ce sont des droits qui jalonnent toute la vie des individus, toute notre vie. Il y a le droit aux soins, je l'ai dit, il y a le droit à des ressources minimum, mais le fait d'être domicilié, si on n'est pas domicilié, on n'a pas non plus, on ne peut pas se marier si on le souhaite, ce n'est pas forcément un but dans la vie, mais enfin il y a des gens qui le souhaitent, donc encore faut-il que ce soit possible. Scolariser les enfants, évidemment, voter, bien sûr. Ce n'est pas non plus forcément la priorité des gens qui n'ont pas de domicile, mais c'est un droit et ils doivent l'avoir. Et puis enfin, et bien sûr, puisque ça va du début à la fin de la vie, eh bien, le droit d'avoir une sépulture. Il est donc fondamental pour nous et impératif de permettre l'exercice effectif de ces droits, en particulier pour les plus démunis. Et comme vous le savez, sous l'impulsion de la Conférence nationale contre la pauvreté et du plan de lutte gouvernementale contre la pauvreté, la loi ALUR, qui était donc la loi pour l'accès au logement et pour un urbanisme rénové de mars 2014, a permis de réformer le dispositif. Il existait alors 3 procédures de domiciliation, l'une pour les demandeurs d'asile, l'autre pour l'aide médicale État et l'autre de droit commun avec un contenu assez imprécis. La loi ALUR a donc unifié la domiciliation de droit commun et celle de l'aide médicale État.
et élargit les motifs de domiciliation à l'ensemble des droits civils, et prévu la réalisation d'un schéma départemental de domiciliation. Aujourd'hui, les motifs de domiciliation sont donc très étendus et visent à établir une citoyenneté. La demande de domiciliation est reconnue légitime pour prétendre non seulement au service des prestations sociales légales, mais aussi à l'exercice des droits civils, à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales, à l'accès à l'aide juridictionnelle, et je rajouterai 3 petits points, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de motifs possibles. Cet élargissement des motifs, bien sûr, il est le bienvenu, il est louable, mais il s'apprécie au regard du lien avec la commune. Et c'est vrai que ce lien avec la commune, il n'est pas forcément encore totalement bien défini. Et l'examen des dossiers est encore, parfois, il faut le reconnaître, semé d'embûches. Cette réforme, elle n'est donc pas totalement achevée pour le moment. Et c'est la feuille de route 2015-2017 du plan de lutte contre la pauvreté qui se fixe comme objectif d'améliorer la mise en œuvre effective de ce droit à la domiciliation. Cela passe bien sûr par la publication des textes d'application. Je pense que vous êtes tous ici soit des professionnels, soit des élus, donc vous savez que ça, que le gouvernement soit à droite comme à gauche, c'est toujours la même chose. Il y a toujours énormément de textes législatifs et les textes d'application mettent toujours très longtemps à sortir. On essaye de faire au mieux. Bien sûr, cela passe par l'amélioration de la coordination entre les associations, les services de l'État et les collectivités territoriales, afin d'apporter une réponse systématique aux demandes de domiciliation et de mieux objectiver, ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de lien avec la commune. Une réflexion va être également engagée pour que les responsabilités en matière de domiciliation soient mises en cohérence avec les politiques publiques de l'hébergement, car on sait tous qu'être hébergé dans un département différent de sa domiciliation ne facilite pas la vie. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les régions, ça, mais on sait très bien que, par exemple, en Île-de-France, il y a des problèmes de ce point de vue-là, avec des personnes qui sont hébergées dans des départements de la Grande Couronne, alors qu'ils sont domiciliés plus proches de Paris. Dans ce contexte, les CCAS ont un rôle majeur de proximité pour faciliter cet accès aux personnes qui vivent dans les communes. Donc soit des personnes à la rue ou hébergées, qui sont, il faut reconnaître, souvent désocialisées, même si ce n'est pas toujours le cas, qui parfois souffrent d'addiction, qui parfois parlent mal le français, ça n'a pas forcément de rapport, qui parfois sont victimes de violences, parfois sont en rupture familiale, atteintes de pathologies psychiques. Mais il y a aussi, je pense que chacun et chacune d'entre vous a pu le constater, en particulier dans les grandes villes, de plus en plus de familles, c'est-à-dire que ce ne sont plus seulement des personnes isolées qui font ces demandes de domiciliation. Selon le décompte effectué en 2013 par les services de l'État, on parle de 215 000 personnes qui font l'objet d'une domiciliation en France, soit auprès d'un CCAS pour la moitié des cas, soit auprès d'une association ou d'un organisme habilité, principalement des associations, mais aussi des CHRS, des SIAO et des services sociaux de certains conseils généraux. Pour toutes ces personnes, ces 215 000 personnes, la domiciliation est le premier pas, la porte d'entrée pour finalement avoir accès aux aides et aux prestations. Et c'est aussi le premier motif invoqué pour faire une demande auprès des CCAS. Votre enquête, l'enquête de l'UNCAS, met bien en évidence ces éléments et je veux ici en profiter pour saluer ce travail, vous remercier de ce travail parce que c'est effectivement un travail inédit. Nous avons effectivement tous besoin de mieux connaître la réalité de la domiciliation, de mieux l'objectiver pour mieux l'améliorer. Et je ne vous cache pas que les associations de lutte contre l'exclusion ne manquent pas de nous mettre, en tout cas moi, de me mettre devant les réalités vécues par les personnes. Combien d'entre elles, parmi ces personnes, n'ont en réalité pas accès à la domiciliation? Dans quel délai l'entretien est-il programmé et quel est le délai de réponse? Quel lien fait-on entre domiciliation et ouverture de droits, voire accompagnement social? Comment sont notifiées les radiations? Les motifs de refus de domiciliation sont-ils valables? Des communes
ne tente-t-elle pas de s'y soustraire en renvoyant les personnes vers des associations sans pour autant notifier de refus? Le nombre et la nature de justificatifs demandés pour prouver le lien existant avec la commune n'en sont-ils pas hors de proportion? Certaines communes font-elles le tri entre les publics qu'elles acceptent de domicilier? Je vous provoque un peu là, hein, mais forcément, moi, dans le rôle qui est le mien, je rencontre évidemment les élus des villes et les CCAS et la présidente de l'UNCAS, mais je rencontre aussi les associations de lutte contre l'exclusion. Et l'objectif, c'est qu'on puisse tous travailler ensemble pour améliorer les choses. Un CCAS peut-il répondre qu'il ne fait pas de domiciliation alors même qu'il s'agit d'une obligation faite par la loi? Ce qui est sûr, c'est que collectivement, nous devons améliorer le processus de domiciliation et clarifier les rôles des uns et des autres. Car, comme je vous le disais à l'instant, je suis régulièrement interpellée par les associations qui me demandent d'engager avec vous un dialogue pour qu'il y ait une meilleure répartition de la mission de domiciliation entre les associations et les CCAS. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas à vous, et que, effectivement, ou peut-être ils vous le disent. Vous me le direz très certainement. En tous les cas, votre étude, et je vous en remercie, traduit aussi les difficultés organisationnelles rencontrées par les CCAS et les besoins de simplification réglementaire et de coordination concrète, afin que tous ceux qui ont besoin d'une domiciliation y aient effectivement accès et dans de bonnes conditions. Certains CCAS proposent un entretien préalable à la domiciliation le jour même de la demande ou le lendemain. D'autres ouvrent la possibilité d'une procuration pour récupérer le courrier. D'autres proposent un coffre-fort numérique. D'autres, enfin, organisent des créneaux d'ouverture spécifiques à la domiciliation. On voit bien donc qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont tout à fait dans le bon sens, même si certains délais restent encore trop longs. Alors évidemment, je n'ignore pas les difficultés que pose l'accueil effectif, l'accueil de qualité de ces personnes suivant la diversité de leur situation. Je sais bien que vous avez dû en parler ce matin et que vous en reparlerez encore sûrement cet après-midi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous continuerons à soutenir les initiatives de l'UNCAS pour vous aider dans cette organisation, parce que c'est bien dans l'intérêt de tous. Quelles sont donc les perspectives aujourd'hui? D'abord, je souhaite que le dispositif soit simplifié, stabilisé juridiquement et mieux animé localement. Je veux saluer le travail collaboratif coordonné par la Direction générale de la cohésion sociale avec les associations, les représentants des collectivités, les organismes de sécurité sociale. Travail qui va permettre de finaliser prochainement la rédaction de 2 décrets. Un qui donc précisera la définition du lien avec la commune et qui est absolument essentiel. Et l'autre pour achever l'harmonisation des dispositifs en les sécurisant juridiquement, par exemple en statuant sur le devenir des organismes qui, jusqu'à présent, ne domiciliaient que pour l'aide médicale État. Une circulaire est également en préparation afin d'expliciter et de diffuser très largement le contenu de cette réforme. Alors, je dois le dire, le caractère constructif des échanges entre les associations et les représentants des collectivités montrent quand même une volonté commune d'aboutir à des propositions concrètes qui vont réellement améliorer la procédure, simplification du formulaire de demande, précision des motifs de domiciliation et ses effets. Je pense que vous êtes vous aussi en attente de clarté et de simplicité pour mieux servir nos concitoyens, vos concitoyens. Eux aussi, nos concitoyens, ont besoin qu'on leur simplifie la vie. Une vie qui, vous le savez mieux que personne, est suffisamment déjà largement faite de difficultés au quotidien. Ainsi, avec l'aboutissement de ces travaux, toutes les conditions vont être réunies pour que les CCAS soient confortés dans leur rôle d'acteur social de proximité et pour que toute personne ayant besoin d'une domiciliation puisse trouver une réponse d'égale qualité où qu'elle se trouve. Car effectivement, nous parlons bien d'une obligation légale qui est faite au CCAS. Obligation
qui doit se conjuguer avec son action de développement social de territoire, en relation étroite avec les associations et les organismes présents sur ce territoire. Et donc il y a bien sûr le troisième point, celui de la coordination sur un territoire entre les différents intervenants. Vous soulignez dans votre étude que certains territoires, et en particulier les villes-centres, sont beaucoup plus sollicités que d'autres en matière de domiciliation. Il est impératif effectivement qu'un équilibre soit trouvé afin que toutes les collectivités puissent prendre leur part dans l'accueil des populations les plus vulnérables. Et donc, je pense en particulier, bien sûr, au rôle des intercommunalités qui va devoir être développé en la matière. De même, il y a un travail énorme qui est fait quotidiennement par les centaines d'associations qui existent et qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire et qui chacune s'adresse à des publics spécifiques. Nous avons tous sur nos territoires une association d'aide pour les migrants qui dispose d'une expertise particulière en matière juridique et en matière linguistique, et puis une association d'aide aux gens du voyage, et puis une association de réinsertion des détenus, et puis une association ou un centre de jour dédié aux femmes, ou des lieux spécifiques pour des jeunes en errance, des hébergements d'urgence pour des familles à la rue, bref, des associations qui sont très spécialisées. Il est évident qu'il faut coordonner tout ce monde pour éviter des situations absurdes que vous avez tous et toutes déjà rencontrées, comme par exemple le cas le plus souvent cité quand on est en Île-de-France, eh bien c'est celui des familles qui peuvent être domiciliées à Paris et qui peuvent être hébergées en hôtel dans un autre département. Imaginons que ce soit une famille avec enfants, eh bien il faut dans ce cas-là faire plus de 2 heures de trajet pour pouvoir avoir ses enfants suivis par la PMI de Paris. Et dans certains cas, cette famille peut se voir refuser sur son lieu d'hébergement toute aide et secours, notamment alimentaire, simplement parce qu'elle n'est pas domiciliée dans la commune où elle est hébergée. Et donc on voit bien qu'il y a des progrès à faire de ce point de vue-là. Et c'est bien là que va être le rôle des schémas départementaux de domiciliation. Et donc les préfets sont chargés d'élaborer ces schémas départementaux de domiciliation qui sont basés sur la réalisation d'un diagnostic local réalisé avec les collectivités, donc avec vous, avec les associations et les organismes habilités. Sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà 46 départements qui sont engagés dans cette voie du schéma départemental. Et nous devrions tous les avoir d'ici la rentrée 2015. Je mobiliserai prochainement l'ensemble des préfets dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, mais en particulier sur cette question des schémas départementaux, précisément pour que ces schémas soient effectifs dans tous les départements. Et je me déplacerai d'ici l'été pour en signer au moins un, voire plus, afin de constater aussi de visu la coopération effective qui peut se mettre en place. Donc vous l'avez compris, cette question de la domiciliation, bien sûr, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que sans domiciliation, on ne peut rien faire. Et bien entendu, je veillerai à ce que tous les travaux en cours que je vous ai énumérés aboutissent rapidement. Et donc rapidement, la traduction, c'est avant la fin de l'année 2015. Bien sûr, je vous remercie d'avoir placé cette question de la domiciliation au cœur de vos travaux, parce que je crois profondément que c'est vraiment, cette mission se situe au fondement de votre rôle. Et je veux terminer en vous disant que je sais que c'est difficile pour vous, parce que je sais que comme tout le monde, dans toutes les collectivités locales, vous manquez de moyens sûrement pour vous remplir l'ensemble de vos missions, et en particulier la domiciliation. Je sais combien c'est difficile d'accueillir au quotidien des publics aussi divers. Mais malgré tout ça, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous parce que j'ai vraiment la conviction que c'est par l'action de proximité que vous faites que notre République se construit au quotidien, c'est-à-dire que oui, c'est bien de se retrouver ici et de pouvoir discuter, échanger sur les difficultés de chacun, et
pour vous, je pense que c'est extrêmement important. Mais dans le fond, l'action la plus importante, elle se fait quand même chacun sur son territoire et dans l'action du quotidien auprès des publics que l'on doit accueillir. Et vous êtes finalement les artisans de cette proximité. Et cette proximité, elle est de plus en plus essentielle. Et donc, au-delà des difficultés que vous rencontrez, et je sais que vous les rencontrez, au-delà des critiques qui parfois peuvent vous être adressées, parce que quand on est un accueil pour tout public, on le sait que forcément, à un moment donné, on est critiqué précisément parce qu'on accueille. Il y a d'ailleurs d'autres structures qui choisissent de ne plus accueillir, c'est plus simple. Et donc, je veux vous dire combien il est important de continuer à accueillir, parce que c'est bien le fondement, à mon sens, de la République, vraiment de la République et du travail social en général, de continuer à accueillir. Et bien, au-delà de tout ça, je veux profiter de cette journée simplement pour vous remercier que vous soyez professionnel, que vous soyez administratif, que vous soyez élu, que vous soyez bénévole d'association. Je veux tout simplement vous remercier de votre engagement au quotidien, parce que c'est grâce finalement à ce travail du quotidien bien que la France est le pays que l'on a, le pays dans lequel on peut vivre. Je sais combien c'est difficile, encore une fois, mais bravo à vous et ne vous découragez pas, même quand les conditions sont difficiles, parce que c'est vous qui construisez ce pays, et merci beaucoup. Voilà des paroles d'encouragement et d'optimisme qui vont droit au cœur, je pense, de tous les acteurs que sont les uns et les autres et qui ont été rappelés par la secrétaire d'État. On va tout de suite continuer, puisque la ministre a réveillé les gens qui avaient